Alors bonjour à tous, Claude Alain Caron, je travaille dans le domaine de la recherche agronomique, dans le domaine spécifique des plantes aromatiques et médicinales. Et je vais vous parler, on m'a demandé de parler de nouveau sur le thème de la domestication des plantes alpines. Et puis je vais vous parler d'une plante que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est Rhodiola rosea. Voilà. Donc j'ai essayé d'articuler un petit peu mon PowerPoint sur les aspects historiques et savoir dans le temps, en commençant par la botanique quand même. Et puis après, il y aura un tout petit peu de phytochimie. On va voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui se recoupent avec l'exposé précédent. La sélection, en fait, la domestication, là aussi, on a des points communs, mais on est nettement en amont de ce qui se fait dans les roses. Et puis un petit peu des éléments de culture. Donc c'est un exposé qui sera assez long, donc je vais passer assez vite sur certains points comme ça, et puis si vous avez des questions, je pourrai développer. Donc c'est une plante de la famille des Crassulaceae. Il y a à peu près une centaine de rhodiola connus dans le monde, mais il n'y a que Rhodiola rosea qui est dans les Alpes, ce qui facilite la vie chez nous vu qu'on risque pas. Et justement son nom vient de son odeur de rose, j'expliquerai après pourquoi. Sedum roseum, donc c'est le seul rhodiola, j'ai dit c'est le seul rhodiola qui est présent ici, mais actuellement les botanistes, surtout en phylogénétique, ils adorent changer le nom des plantes. Et actuellement pour Kew Garden, ce serait de nouveau apparemment Sedum roseum qui serait le nom officiel et Rhodiola rosea synonyme. Finalement, je vais garder rhodiola comme terminologie car c'est sous ce nom que les produits médicinaux sont connus. Et c'est aussi ce nom qu'il est dans la flore helvétique et française. Donc c'est une plante vivace, une plante de montagne et des zones arctiques. En Suisse, elle pousse vraiment dans les milieux silicieux, soit dans les failles rocheuses silicieuses, soit dans les pelouses silicieuses. Donc on parle d'androsation, vandalio, de correction curvulae au niveau des associations botaniques. Donc c'est une plante plutôt de milieu, si on voit les indices écologiques, au fond, ces chiffres, ça donne des indices écologique au niveau de la pédologie et du climat, donc plutôt humide, le 3, plutôt humide, le deuxième chiffre, c'est déjà quoi, j'ai oublié. Donc le milieu plutôt pauvre, et puis au niveau climat, zone pleine lumière à ombre, bien sûr une plante d'altitude, et aussi une plante qui va être plutôt de climat moyen. Malgré qu'elle est d'altitude, il faut un climat régulier. Au niveau chromosomique, on voit qu'il y a encore pas mal de mélanges. Donc c'est une plante qui a la particularité d'être dioïque. On voit les fleurs femelles et les fleurs mâles sur les deux premières photos. Ça, c'est relativement important pour comprendre la diversité, comme je vais montrer tout à l'heure. Et c'est une plante qui a un cycle assez court, donc les fleurs femelles, on les voit quasiment pas, c'est tout de suite les carpelles qui arrivent, et le cycle est très court de par son écologie. Et l'organe de récolte, c'est les racines et les rhizomes, et on récolte au bout de la 4e, 5e année en culture, en nature, ça peut être des plantes qui ont plusieurs dizaines ou centaines d'années. Donc elle a une aire de répartition. Le genre vient d'Asie, et Rhodiola rosea, maintenant il y a des travaux tout à fait récents qui ont montré qu'il serait né sur le King-Kay Tibetan Plateau, donc au centre de l'Asie, et qui aurait évolué, on parle de distribution circumpolaire tout autour des pôles, mais elle est présente dans tous les massifs montagneux d'Europe, depuis les Carpates, passant par l'Oural, les Vosges, les Pyrénées, et bien sûr dans tous les pays du Nord. En France, elle est présente, j'ai pris un petit pour une référence française, elle est présente aussi bien dans les Vosges, dans les Pyrénées, je l'ai dit, et dans les Alpes. En Suisse, elle est présente essentiellement dans la partie italienne, donc Canton du Tessin, là où il y a la majorité des points verts. On s'est interrogé pourquoi, parce que de loin pas la seule. Bon, c'est clair, c'est une région qui est plus silicieuse que du granitique. Mais par exemple, on a le massif du Mont Blanc, la partie suisse qui est aussi extrêmement silicieuse, et on n'en a quasiment pas, voilà, il n'y en a même pas du tout dans ce massif. On la trouve juste après au Val d'Ost, au sud du massif du Mont Blanc, mais pas dans la partie suisse. Et probablement c'est lié aux précipitations. Le Tessin reçoit beaucoup de précipitations du sud. Dans les Alpes pénines, dans la partie des Alpes valaisannes, par exemple, on est à moins de 1000 mm de précipitations par année, et puis au Tessin, on sera à 3 ou 4000 mm. Donc probablement il y a quelque chose en lien avec l'eau.
Donc j'ai fait un petit peu des recherches historiques pour savoir comment a été connue la plante par le passé. Donc ici, du point de vue botanique, on voit, j'ai pris un exemple volontairement du Dauphiné, on voit qu'il y avait une assez bonne connaissance de son écologie, et aussi on voit dans la plage botanique de la biologie florale, donc la plante était connue. Après, dans la botanique moderne, la génétique est un outil qui permet de différencier les espèces. Ici, c'est juste un exemple pour montrer les problèmes, parce que cette plante, pour le moment, tout le marché mondial dépend des récoltes sauvages, essentiellement en Chine et en Mongolie, j'en parlerai plus tard. Et là, les Chinois, ils ont étudié ce qui se trouvait sur le marché chinois. Donc, pour bien comprendre, on voit sur ce graphique qu'il n'y a que 10% de Rhodiola rosea. Mais là, les Chinois, ils utilisent aussi Rhodiola crenulata. Donc, dans cette étude, ils voulaient voir les fraudes par rapport à Rhodiola crenulata. Mais on voit qu'il y a 40% de Rhodiola crenulata. Tout le reste sont d'autres espèces, dont 50% qui ne sont pas des espèces données médicinales. Parce que si c'est Rhodiola crenulata ou rosea sont deux médicinales, mais dans le cas des autres espèces qui sont décrites ici, ne sont pas des espèces qui figurent dans la pharmacopée chinoise. Tout ça pour dire que l'intérêt de passer à la culture, c'est de sécuriser un peu ce sourcing et d'avoir affaire à la bonne espèce. Donc nous, on s'est intéressé aussi, alors au départ du projet, on s'est intéressé justement à étudier la variabilité des temps génétiques phytochimiques des populations suisses. Et un des premiers résultats qu'on a montré, c'est qu'il y avait une variabilité qui était énorme. Donc autant de variabilité entre les populations qu'au sein des populations. Ça, c'est principalement dû à la fécondation croisée obligatoire, vu qu'on a affaire à une plante dioïque. Mais c'est aussi dû au fait que probablement au cours de l'évolution, donc je dis que notre collègue hongroise, elle a défini les routes de migration à travers les époques glaciaires, et cette plante est venue d'Asie, ça c'est quasiment sûr, avec la génétique, ils arrivent aussi à montrer cela. Mais il n'y a pas une fragmentation génétique qui a été amorcée dans les Alpes, apparemment. Donc, il y a encore trop de variabilité. Ça, c'est super intéressant pour le sélectionneur, parce qu'en fait, on a une diversité immense. Même en faisant très très peu de travaux, on réduit. En fait, le sélectionneur, il aime toujours avoir le maximum de variabilité pour faire ses travaux, mais après, comme on est un peu schizophrène, on essaie de réduire ça au maximum pour que l'agriculteur ait le minimum de diversité. Et quelque chose de très typé, en fait, on va toujours, c'est ça un peu. Donc il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits un peu partout, en génétique, qui ont donné un peu les mêmes résultats. Donc maintenant, je vais donner encore dans la botanique, je vais finir un peu par le marché pour justifier un peu le travail, pour plaider un peu la cause de mise en culture. Donc le marché est très opaque. Hein. Il y a eu une première publication qui date de 2006 où un chercheur finlandais a émis ce chiffre de 20 à 30 tonnes sèches qui seraient importées par Russie par année. Mais dans des données plus récentes, on parle de 500 tonnes sèches qui viendraient de Chine, plus encore un nombre de tonnes indéterminé qui transiteraient à travers la Russie depuis la Mongolie au Kazakhstan. Donc ça pose de graves problèmes de protection des espèces et aussi d'authentification des espèces, comme j'ai montré tout à l'heure. La plante commence à être protégée en Russie, en Mongolie, en Chine aussi, mais on ne sait pas jusqu'à quel point ils arrivent à faire respecter ces règlements. En Europe, elle est protégée là où elle est assez rare, donc en Tchéquie, en Bulgarie, en Bosnie, en Slovaquie. Il n'y a pas de protection pour le moment, ni dans les pays scandinaves, ni en Suisse. En France, il y a une toute petite protection en Alsace, mais là j'imagine que c'est vraiment lié à la rareté de la plante en Alsace. Je viens d'avoir une conférence avec quelqu'un qui travaillait dans les Pyrénées, dans la protection des espèces, et qui m'a dit qu'en Pyrénées, elle était relativement abondante, par exemple. Mais elle est abondante parce qu'elle n'est pas exploitée. Ça passe une plante qui est relativement grande, donc si on commençait à l'exploiter massivement, vu qu'on prend comme organe de récolte le rhizome, elle serait très très vite menacée. Et là-dessus, il y a eu des débuts de culture en Finlande dès les années 90, et puis en Suisse, au Canada, dans les autres pays, ça a commencé autour dans les années 2000.
Mais on peut dire qu'il y a vraiment, à ma connaissance, qu'en Finlande et en Alberta, où c'est des cultures qui sont sur plusieurs dizaines d'hectares. En Finlande, on parle de dizaines d'hectares, puis en Alberta, il y a 50 à 100 hectares qui sont cultivés. Donc, historiquement, c'est une plante où il y a beaucoup d'écrits, vu qu'elle est à la mode ces temps. On dit que, là on a pas mal on voit que les auteurs copient, donc tout le monde copie la même chose. On dit que ça remonterait au moins à 3000 ans, surtout en Sibérie. On sait que les peuples autochtones, Lapons, la consomment et la consomment toujours, mais là c'est logique parce qu'ils ont peu de sourcils, enfin ils ont peu de végétaux, pas mal de biomasse, donc c'est logique qu'ils vont employer tout ce qu'ils ont sous la main. Après, il y a cette fameuse légende qui a été écrite, c'est un auteur américain qui prétend que Jason, dans sa quête de la toison d'or, l'aurait utilisé. Donc la magicienne Médée lui aurait préparé un élixir, et c'est grâce à ça qu'il aurait, entre autres grâce à ça qu'il aurait une partie de ses exploits. Et de plus, cette plante proviendrait de Prométhée qui s'est son rocher alors qu'il se faisait ronger le foie par un aigle. Il aurait donné, donc le sang qui coulait de ses blessures aurait donné naissance à cette plante. Là, on est clairement dans la légende invérifiable. Déjà, on parle de légende, et puis en plus, actuellement, il n'y a pas de traces de rhodiola dans le Caucase. Par contre, là où on vient vraiment vrai, c'est que Dioscoride, dans son De Materia Medica, il a donné son nom. Alors, beaucoup d'auteurs disent que c'est la racine de Rhodes. Moi, j'avais un petit doute en me disant Rhodes, il n'y a pas de montagne. Et puis, je pensais que c'était plutôt référence à la racine de Rhodope, parce que dans les Rhodopes montagnes en Bulgarie, il y a des rhodiola rosea. Mais finalement, à l'aune de l'exposé précédent, je me suis dit qu'il faisait clairement référence déjà à Rhodia, qui fait référence à la rose, et puis Rhiza, c'est racine. Donc, je pense qu'il avait repris ce nom Rhodus, qui est le nom de la rose, pour donner le nom à la plante. Si on parle de l'Europe occidentale, les Vikings l'auraient découverte, là aussi on est nouveau dans la légende, au 8e siècle. Au 13e siècle, tout le monde dit que cette plante aurait eu des effets aphrodisiaques, notamment chez ce fameux Casanova ukrainien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Carl von Linné qui a donné le nom à la plante, avec des activités qui correspondent plus ou moins à son activité, à ses prescriptions actuelles. Là, dans une des premières traductions du livre de Materia Medica, on s'aperçoit que l'auteur avait annoté où il disait que la racine était connue de peu d'hommes, mais donc elle était connue. Et puis là aussi, il donnait une prescription pour des choses, pour les maux de tête, de manière un peu générique. Et puis c'est vraiment, j'expliquerai plus tard, c'est vraiment l'effet qu'il y a toujours cette plante actuellement. Et du point de vue des pharmaciens, ici dans cet autre livre, je retrouve une petite mention où on dit que la plante leur était envoyée depuis les Alpes. On nous envoie de la racine sèche des Alpes. Ce qui veut dire qu'il y a eu historiquement au moins une petite exploitation dans les Alpes. En tout cas, dans ce cas, on voit qu'il est probablement assez confidentiel parce que ce n'est pas des sources qu'on retrouve beaucoup. La médecine, si on s'intéresse vraiment à la médecine moderne, maintenant on arrive un peu, c'est les Russes qui ont mis en lumière la plante, notamment suite à ce concept qui a été défini par ce docteur ou ce scientifique russe, Nikolai Lazarev, qui a défini le concept d'adaptogène. Adaptogène, il cherchait à définir comment agissait le ginseng, et puis il a réussi à montrer qu'il renforçait l'organisme de manière non spécifique, contre tous les stress, qu'ils soient biotiques ou abiotiques. En même temps, il y a des fonctions régulatrices, et puis il y a aussi une innocuité totale, donc la plante n'est pas du tout toxique. Suite à ça, il y a eu des études qui se sont faites dans les milieux de l'Altaï, donc dans les zones d'origine de la plante, par le scientifique Krylov, qui a étudié de point de vue ethnobotanique l'usage des peuples là. Là, on a des sources assez sûres où on sait que
C'est vraiment à cette époque-là où on a décrit un usage vraiment ethnobotanique de manière un peu sérieuse et scientifique. Et on dit que depuis ces années-là, elle est rentrée dans la pharmacopée russe en 69, et jusqu'à la chute du mur, elle était quasiment que derrière le rideau de fer, et ils l'ont essayé, ou en tout cas, il y a pas mal d'écrits qui disent que toutes les élites russes en ont bénéficié en passant par les danseurs du Bolchoï, les militaires, les astronautes et les joueurs d'échecs. Si on s'intéresse après aux propriétés actuelles, on va trouver des centaines de publications scientifiques pour toutes sortes de propriétés. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Je suis en agronomie, donc là, c'est une liste non exhaustive. Il y a pas mal d'écrits. Et il y a une DL50 qui est vraiment très très haute, donc les auteurs concluent qu'elle est vraiment pas dangereuse. C'est pas très étonnant vu qu'elle était utilisée en alimentaire, donc on a affaire à quelque chose qui est vraiment avec peu de risques. Alors j'en viens à la phytochimie. Alors je vais un tout petit peu de phytochimie, et là on voit qu'il y a deux classes de molécules sur lesquelles l'industrie synthétise. C'est les rosavines, et ça c'est vraiment un marqueur de Rhodiola rosea, qui sont spécifiques, et les salodrosides qu'on trouve dans d'autres plantes et dans d'autres rhodiolas, notamment dans Rhodiola crenulata qui est utilisé en Chine aussi. Après, on a des flavonoïdes, des monoterpènes, des triterpènes et des acides phénoliques. Et là, c'est de loin pas exhaustif parce qu'on a aussi une centaine de molécules qui sont décrites dans le Rhodiola rosea. Et l'odeur de rose vient de son huile essentielle. Il y a un tout petit peu d'huile essentielle et du géraniol qui contient l'huile essentielle. C'est là qu'on voit que malgré qu'il y ait très peu d'huile essentielle, avec un petit peu de géraniol, c'est quand même ça qui a donné le nom à une plante. Donc on l'a prescrit en Suisse, on n'a qu'une seule formulation qui est autorisée par Swissmedic, qui est sous forme de comprimé, puis avec ce médicament qu'on a ici. Et c'est assez difficile de savoir, enfin c'est pas difficile de savoir, mais l'usage, il y a vraiment un aspect législatif où c'est hyper important avant de mettre en marché des produits, de savoir dans quelle catégorie on le met, parce que la législation elle est différente selon qu'on est en cosmétique, en agroalimentaire, en complément alimentaire ou en médecine. Donc en Suisse, elle est autorisée uniquement sur la liste de Swissmedic dans la catégorie médecine. On ne peut pas l'employer comme complément alimentaire. Pour la France, c'est un peu différent parce qu'elle est sur cette fameuse liste A des plantes autorisées traditionnellement. Donc là, il y a une ouverture. Par contre, si on va sur les textes de Légifrance pour les compléments alimentaires, elle n'est pas autorisée. Il manque de preuves scientifiques pour qu'elle soit sur cette liste. Finalement, si j'ai un conseil à donner, s'il y a des gens qui sont intéressés en France, il faut vraiment vous tourner vers les spécialistes de l'ITEMAI, qui est l'Institut à Angers qui s'occupe des plantes médicinales. Et là, notamment, Denis Belléno, il est très au fait et il participe aussi au règlement de ce qui est autorisé tant du point de vue législatif, et puis oui, il pourra vous aider, parce que certaines fois, il y a des manières de mettre en marché des produits suivant les allégations et comment on tourne les choses. Mais c'est vrai que c'est difficile, même si on se tourne vers les pharmaciens cantonaux ou vers les textes de loi, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est vraiment autorisé ou pas. Sauf en passant par les voies officielles d'enregistrement de médicaments. Alors voilà, j'en viens à la sélection. Donc nous, comme on fait de l'agronomie, tout ce que j'ai dit précédemment, c'est des choses qu'on a appris dans les livres et encore plus un peu la littérature. Mais nous, ce qui nous intéressait finalement, c'est de savoir pourquoi cette plante qui était présente dans les Alpes, elle n'était pas cultivée, de l'étudier d'un point de vue phytochimique en comparaison de ce qu'il y avait sur le marché, et puis voir si ça pouvait être une plante d'avenir, une solution pour les producteurs. Donc on a été collecté dans des vallées les populations, et on les a comparées. On a étudié non pas la génétique là, mais vraiment la phytochimie. Et puis on voit dans ces box plots que du là on a pour la rosavine
qu'on a une variabilité énorme. Il n'y a pas de variabilité entre les sexes, les deux sexes sont la même chose, mais on a une variété énorme de salidrosides. Ce qui veut dire que les gens qui collectent dans la nature ne connaissent pas la valeur des plantes qu'ils collectent. À la fin, ils ont un somme à poule qui vaut quelque chose parce qu'ils mélangent tout, mais là on voit que le potentiel, ça va toujours presque de 0% à 3% pour la rosavine. On a la même situation avec les salidrosides. À partir de là, on a aussi regardé si les plantes cultivées. Donc, la question ici, c'était pas si les plantes cultivées étaient aussi bonnes que celles en nature, parce qu'on voit très bien qu'elles sont nettement moins bonnes, mais pour des raisons probablement d'âge de la culture, voire d'autres facteurs pédoclimatiques ou d'altitude. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir si les plantes riches en nature restaient riches quand elles étaient en culture. Puis là, on voit que les corrélations sont extrêmement bonnes. Ce qui veut dire que pour le sélectionneur, il peut très bien aller marquer des pieds, les analyser de la nature et les utiliser comme plantes pour la sélection. C'est ce qu'on a fait. Ici, on est dans une photo qui montre un peu les sites de récolte où on allait, donc à peu près 2000 mètres d'altitude. Là, on était avec une fille qui travaillait en pharmacologie à l'Uni qui a fait un doctorat en pharmacologie à l'Uni de Lausanne et Genève. Et on a sélectionné des différents pieds dans cette région-là, Madmark, pour produire une variété. Donc on n'est volontairement pas parti sur des hybrides purs, on a parti sur des multilignés parce que l'industrie synthétise sur deux classes de molécules, mais personne ne sait vraiment qu'est-ce qui agit ni comment ça agit. Ce terme adaptogène, qui est un peu une panacée, il est intéressant d'un point de vue philosophique si on y croit, mais les scientifiques préfèrent toujours arriver à attribuer des propriétés précises à des molécules précises. Donc volontairement, ça dit qu'il fallait garder quand même une grande diversité, c'est pour ça qu'on a choisi, là on avait retenu 4 parents mâles et 3 femelles qu'on a dans une variété multilignée. Donc là c'est les champs de pot de graines, et puis on a commercialisé cette variété et sécurisé un peu l'approvisionnement de semences, mais pour un petit marché. Hein. On parle d'une centaine de grammes de graines qui sont produites par année, sachant qu'il y a 4 à 6 000 graines par gramme. Ça fait quand même pas mal de plantes, mais ça reste un marché local. On s'est arrêté jusque-là parce qu'on avait des pistes d'amélioration qui sont en rouge dessous, mais on n'a pas continué. Parce que pour le moment, il y a très peu de culture et très peu de demandes. Le fait qu'il y ait peu de culture vient de la longueur de la culture, il faut 4-5 ans, donc les agriculteurs sont plus que réticents tant qu'il n'y a pas d'industriels qui s'engagent vraiment. Et les industriels disent en général, produisez, on verra à quel prix on achète, et puis pour le moment, ils continuent d'acheter des choses qui proviennent de Russie. Donc, je vais terminer par quelques petites notions générales sur la culture. Donc, on peut la multiplier soit par voie générative, soit par voie végétative. C'est une plante qui, je pense, là aussi, l'écologie, elle explique pas mal de choses, hein, comme elle pousse dans des milieux extrêmement difficiles. Elle fait beaucoup de graines. Et puis, ces graines, si on les bichonne, elles germent très bien. Et puis, elle pousse aussi dans des zones assez instables, donc les éclats, ils sont facilement, s'enracinent très facilement. Même si on prend comme ici des toutes petites parties de rhizomes. Ici. En culture, on a fait des petits essais de culture, on arrive à produire à différentes altitudes. Dans cette partie ici, on avait cultivé entre 700 mètres et 1500 mètres d'altitude et on arrive à produire à peu près 500 grammes de rhizomes secs au bout de la 4e année de culture, ou de la 3e. Et on arrive à avoir les mêmes rendements sur paillage plastique. Là, les différences, il y a des petites différences, mais elles ne sont jamais significatives. Ça veut dire qu'elles sont peut-être plus dues au hasard ou à des accidents de culture qu'à des différences intrinsèques, mais on arrive à produire, on peut dire, 5 tonnes de rhizomes en 4 ou 50 cultures. C'est également les résultats qui ont été obtenus tant en Finlande qu'au Canada, donc c'est des résultats qui sont assez solides. Parce que nous, là, on est sur des essais de quelques arbres, alors qu'ailleurs, ils sont quand même à l'échelle d'un hectare. Donc, là aussi, d'autres exemples de culture.
Et puis ici, ouais, ici on avait comparé, ce qui était surtout intéressant, c'est de comparer avec les provenances de rhodiola qui proviennent du nord, et tout au fond, les Norvégiens. Et on voit que les écotypes qui viennent du nord, même qu'on n'arrive pas à les distinguer par la génétique, produisent nettement moins de biomasse. Hein. Ils sont 2 ou 3 fois moins productifs. Et à l'inverse, quand on est allé voir des gens en Finlande, à Mikkeli, c'était aussi les souches alpines, des Dolomites et les souches suisses qui étaient les plus productives. Donc en tout cas, il y a une différence au niveau de la croissance dans les souches alpines, qui seraient plus productives. Là c'était un peu pour définir quand on récoltait. On voit que dans cet essai, au bout de la 3e année, on était à peu près à 300 grammes au mètre carré. Et puis en 4e et 5e année, on arrivait à un plateau autour de ces 7 tonnes hectares. Et puis ce qui nous intéressait aussi, c'est de voir un peu comment évoluaient les salidrosides et les rosavines par rapport aux souches sauvages. Et puis on voit que sur les années 2009, 2010, 2011, pour la salidroside, on augmente depuis 40 jusqu'à 45% par rapport aux souches de base. Et pour les rosavines, on augmente un petit peu, on arrive un petit peu plus proche, on arrive à peu près à 70%. Donc on est toujours plus bas en culture, mais on voit que cette tendance, cette hypothèse que les pieds de culture seraient beaucoup plus vieux, elle commence à se dessiner assez clairement. Donc le challenge pour l'agriculteur, c'est de récolter, de trouver le bon compromis entre la durée de la culture et puis la qualité. Et puis ça, c'est un dialogue qui doit être aussi en lien avec l'industriel qui va acheter. Donc on a fait une petite approche économique relativement théorique sur les prix du marché. Les prix du marché, au début, on parlait de 25 $ le kilo. Actuellement, le dernier prix qui circule, c'est entre 30 et 100 $ le kilo pour ce qui s'achète sur du sauvage. Donc en partant de ces prix, on voit qu'on arrive à une rentabilité théorique au bout de 4 ans on peut dire entre 3 et 4 euros au mètre carré, ce qui est quand même assez intéressant pour de l'agriculture. Mais ça, c'est à condition d'avoir un acheteur. Parce qu'il ne suffit pas de produire à des prix, il faut trouver quelqu'un qui vous achète votre marchandise. Donc là, j'avais mis ce dia pour rendre hommage à Bertalan Galambozzi, qui un chercheur bulgare qui avait été engagé pour les Finlandais pour développer les plantes aromatiques, et c'est vraiment lui le pionnier des Rhodiola rosea en Europe. Donc lui, il avait la particularité, vu qu'il venait de Bulgarie, d'avoir des très bons contacts avec les Russes, et c'est comme ça qu'il a travaillé non seulement cette plante, mais d'autres plantes adaptogènes et d'autres plantes adaptées au nord. Et avec les plantes alpines et les plantes nordiques, on a souvent des choses qui se recoupent. Alors en conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop long. Pour répondre un peu, est-ce que c'est une solution d'avenir, j'ai mis un peu ces éléments. Donc il y a des facteurs de réussite, hein. Il faut bien connaître son marché, il faut bien étudier la bibliographie, une approche assez globale, hein. Pas seulement l'agronomie, il ne suffit pas seulement de produire, mais il faut connaître vraiment la botanique, l'ethnobotanique, avoir des notions en pharmacologie, l'agronomie et surtout le marché. Après, le grand facteur clé de la réussite culturelle, c'est la lutte contre les adventices. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais en tout cas, dans le cas des plantes aromatiques et médicinales en Suisse, on est 100% bio. Donc la lutte pour les adventices, dans toutes les cultures, c'est quelque chose de difficile. Et là, le rhodiola, qui est une plante qui a une grosse biomasse, elle pousse lentement les premières années. Donc la première année, souvent, elle fait, si on la sème, elle fait un tout petit rhizome comme une tête d'épingle, puis après les feuilles disparaissent. Donc elle est résistante, elle ne va pas mourir, mais par contre, en désherbant, on risque de l'enlever. Ou bien des fois, simplement, elle sort de terre avec le gel et le dégel, puis elle dessèche. C'est ça un peu les limites. Il faut avoir de l'eau, c'est une plante qui demande de l'eau, pas tout le temps, elle résiste très bien à la sécheresse, mais par contre, elle pousse souvent en bord de rivière, dans des milieux ou dans des comptes d'avalanche, des milieux qui sont momentanément très détrempés, mais après on peut la laisser, sur l'été, en plein été, on peut la laisser sécher, mais il faut de l'eau, il faut arroser.
Et puis, après, il faut avoir des installations de séchage pour conserver le produit. Il faut bien choisir le site culturel, il faut bien choisir le génotype et pénotype. Il faut aussi avoir une planification financière, ça veut dire qu'il faut savoir que pendant 4 ou 5 ans, on n'aura de toute façon pas d'argent qui rentre. Et puis souvent le succès passe avec la recherche de partenaires, ça peut être une industrie, mais ça peut aussi être des partenaires au niveau des coopératives, s'il y a plusieurs acteurs dans la région. Et il faut aussi utiliser toutes les possibilités. Alors là, je ne suis pas au clair de ce qui se fait en France, mais en Suisse, il y a des chèques innovation, il y a plein de choses qui sont au développement régional, développement national. Et il faut vraiment que, et ça c'est général pour toutes les cultures, avoir en tête qu'on peut, des fois, le succès dépend des fois des petits coups de pouce qui sont donnés par ces opportunités. Et bien sûr, il faut communiquer et des fois labelliser certaines choses. Les risques, c'est sûr que c'est les risques liés à la culture, aux nouveaux ravageurs, au climat. Il y a un risque de financier parce que le prix du marché, surtout là où on dépend d'un marché peu connu et peu prévisible, en plus on ne sait pas si cette mode de rhodiola elle va rester ou perdurer dans le temps, donc c'est un gros risque aussi. Et bien, il y a la concurrence des collègues sauvages, et puis il y a aussi ce risque lié à la législation complexe où il faut vraiment se renseigner, surtout si on pense mettre en marché nous-mêmes le produit. Voilà. Merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Des questions? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un avenir à cette culture? Alors, le marché, il est toujours là. En Suisse, on a fait, si vous avez vu les dates, on a travaillé surtout entre les années 2006 et 2012. Hein. Et puis après, on ne s'est plus qu'occupé de produire des semences. Mais depuis une année, ou surtout cette année, il y a de nouveau beaucoup de demandes, il y a 2-3 petits producteurs qui commercialisent eux-mêmes les produits. Bon, c'est pas, enfin, c'est sous quelle forme, mais je ne sais pas bien sous quelle forme juridique. Quand on interroge, ils disent oui, mais ça passe comme ça, mais donc c'est difficile ça de savoir. Les gens de Vitango, de Schwabek, qu'on connaît, ils disent qu'ils seraient prêts à acheter Suisse s'il y avait une production, mais au niveau industriel, puis ça, il n'y a pas. Mais ils n'articulent pas de prix. J'ai eu quelqu'un de France qui est venu l'année passée, qui est le plus gros acheteur de plantes en Suisse, qui est Naturex. Quoique maintenant, ils ont été rachetés par Gévaudan, mais enfin, bref, ils sont aussi dans la même situation. Ils sont prêts à acheter européens ou français, à condition qu'il y ait une production, mais ils ne s'engagent pas non plus. Et puis ils sont aussi vagues sur la qualité, puis on ne sait pas bien quelle qualité ils reçoivent, donc c'est assez dur. Mais je sais qu'il y a des expériences en France qui sont menées actuellement, notamment pas très loin d'ici, de l'autre côté du Rhône, en Lozère. Mais je ne sais pas où ils en sont. Il y a des choses qui se font aussi en France. Je pense qu'il y a un marché, mais ce ne sera pas la plante numéro 1. Donc, dans les États-Unis, ils ont étudié un peu le marché, ils vendent même les perspectives du marché parce qu'ils vendent un peu tout. Et là, ils disent que le marché il est stable, j'ai plus en tête les chiffres, c'est peut-être la 35e plante médicinale, puis le marché il est stable depuis 2010, c'est à peu près stable. Et ça représente, en produit final, c'est quand même de l'ordre, si je ne me trompe pas, 150 millions par année. Donc mais ça, c'est pas ce qui touche l'agriculteur, c'est ce qui touche les industriels. Je voulais simplement vous demander si la partie aérienne était valorisée, ou pas du tout. J'ai pas compris. La partie aérienne, est-ce qu'elle est valorisée? Non. Non, alors la partie aérienne est mangée, comme j'ai dit, par les Lapons ou les Inuits, sous forme de choucroute, ou aussi, je crois, du côté des Nénettes ou par là-bas, mais c'est assez logique parce que c'est relativement volumineux pour des plantes arctico-alpines, pour des plantes polaires. Hein. Sinon, il y a beaucoup de tanins, donc c'est quand même astringent. Le rhizome est astringent, puis si on mâche les parties aériennes, c'est assez astringent. Donc il faudrait trouver des formulations pour que ce soit appétant. Et la partie aérienne, le cycle il est court.
Après, il y aurait toujours ce problème que si tu enlèves la partie aérienne, eh ben, ils vont pas stocker des sucres ou des métabolites dans les racines. Donc, on ne peut jamais avoir le beurre et l'argent du beurre. Et souvent, les gens ils veulent avoir les deux choses, mais soit on fait des racines, soit on fait des feuilles. Justement, quand on récolte la racine, la partie souterraine, Oui. il y a encore la Ouais. Mais ça, c'est pour autant qu'on récolte au printemps. Après, si on récolte l'automne, sous nos climats, quand souvent on baisse l'altitude, la plante elle fait beaucoup de feuilles au printemps, puis après elles ont tendance à tomber parce que le cycle est fini. Et après, il y a des bourgeons qui repartent, mais c'est assez anarchique après la végétation. Comme si la plante ne savait pas trop quoi faire avec une saison aussi longue. Et il n'y a pas une grosse biomasse au moment de la récolte si on récolte l'automne. Par contre, si on récolte au moment de la floraison, là, on pourrait imaginer faire quelque chose avec la partie aérienne. justement l'optimum des composés préférés. Il y a une telle variabilité que dans les analyses, on n'a pas réussi à montrer statistiquement. Il faudrait soit plus d'analyses, soit faire des choses plus pointues pour voir si c'est mieux de récolter au printemps à l'automne. Là, les deux se pratiquent. Le problème avec les analyses, c'est que ça coûte cher et puis on aimerait toujours analyser et faire des tas de choses, mais on est toujours limité dans les réponses qu'on peut avoir. Donc là, je n'ai pas de réponse. Alors, cultiver, on peut. Et dans les premiers essais qu'on avait fait à Don Martin, là, on n'avait pas vu de différence, mais je viens d'analyser un cultivateur en Suisse allemande qui cultive à 700 mètres. Et il a des taux très bas, surtout en salhydroside, et on est en train de se demander si c'est pas l'altitude ou le rayonnement qui joue là-dessus. On va peut-être lancer un projet avec des LED où on va éclairer avec des longueurs d'onde différentes pour voir si ça pourrait expliquer certaines choses. Mais sinon, au point de vue végétation, elle va pousser en pleine. Et puis après, ça dépend toujours où on est, parce que c'est clair que dans le nord, j'étais sur l'île de Öland en Suède, et ils sont en pleine. Et, une question peut-être un peu plus personnelle. À certains moments de l'exposé, quand il s'agissait de traiter un peu des propriétés que l'on prête à la plante, on vous a senti un peu plus, comment, je peux peut-être l'agronome qui parle, mais un peu plus sceptique peut-être parfois. Peut-être que aussi pour la commercialisation, il faut à un moment donné avoir des données qui montrent l'intérêt aussi précis de la plante et quelque chose qui donne un peu envie aussi aux gens de consommer le produit. Oui, les données, les publications qui prouvent les propriétés un peu dans tous les sens, il y en a foison. Après, les publications qui ont été révisées par les peer reviews, par ces systèmes, là, il y en a déjà moins, mais il y en a quand même pas mal, surtout pour tout ce qui est renforcement d'endurance. Mais là, je suis moins à l'aise parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Et puis, j'ai quand même la peine à croire une plante qui est utile pour tout. C'est toujours ça. Alors après, mais voilà. Mais il y a quand même une solide, plus que solide utilisation traditionnelle qui fait que la plante est légitime. Et puis il y a une base scientifique. Mais après, justement, dans le cas des Légifrance, ils ont estimé qu'il n'y avait pas assez de peer review pour autoriser ça en complément alimentaire, par exemple. Mais c'est des systèmes extrêmement robustes hein, aussi. Et puis souvent, il n'y a pas, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas assez d'argent pour faire ces études. Si Nestlé s'intéressait, des fois ça se débloque en 2 études, ce genre de problème.